Bonjour et bienvenue au Verbomoteur, ici Simon Lessard, en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine, Laurence Godin-Tremblay, salut, Antoine Malenfant, hello, et James Langlois. Salut. Vous allez bien? Oui. Très bien. Alors, pour reprendre mes bonnes habitudes de l'an passé, toujours ajouter un « e » après le mot « alors ». Alors, notre question brise-glace cette semaine, pour bien commencer. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Antoine Malenfant? C'est important de réaliser qu'avec des super pouvoirs viennent des super responsabilités. Hein? Ça, c'est Superman. Oui. Et puis, tu sais, fait que moi, j'ai peur un peu de demander un super pouvoir parce que des super responsabilités, ça m'intéresse pas vraiment. Te défaire de pouvoir. Ouais, moi, j'en ai déjà beaucoup de pouvoirs. Okay. Je cuisine bien, je suis un bon patron, un bon collègue, etc. Un bon époux, un père extraordinaire. Fait que, je serais capable d'en délaisser un peu. Mais pour bien répondre à ta question, puis pour faire vite, parce que déjà, je prends beaucoup le plancher, j'aimerais ça lire vite. Lire vite pour pouvoir lire plus. Lire plus. Moi, je lis 2 pages, là, ça me demande tout mon effort, puis je m'endors après. C'est tough. C'est bon. James, toi, ton super pouvoir? Je pense que l'invisibilité, ça m'intéresse. Ah, t'es voyeur un peu? Ouais, non, mais c'est sûr qu'avec mon côté curieux, ça permet de faire bien des choses, mais... Non, mais c'est aussi que tu peux changer le monde vraiment de manière assez importante. Avec de l'information, avec plein de choses que tu as vues, puis juste bouger des choses aussi dans la vie des autres. Mais bon, c'est ça que personne ne te voit. Ça a bien fait pour Gollum, un anneau qui rend invisible. Exact. C'est ça. Il a bien viré. Ouais, c'est ça. Ceci dit, je trouve que c'est dangereux d'avoir des pouvoirs. Mais bon, moi, mon super pouvoir, j'y ai pensé, là, ce serait de revenir dans le temps, mais On t'a pas posé la question. Non, mais là, je la pose à moi-même. Juste 5 minutes. Juste parce que si tu reviens plus que 5 minutes, 1 an, 2 ans dans le temps, tu pourrais changer le cours de l'histoire, puis c'est bien compliqué à gérer ça. Mais tu reviens juste 5 minutes à chaque fois que tu as dit la mauvaise parole, la mauvaise entrée, la mauvaise première impression, tu sais, juste corriger à toutes les 5 minutes. Alors, tu dis alors. Exactement. Tu te corriges. Ouais, c'est bon, c'est intéressant. Une bonne idée. Et toi, Laurent? Ben là, moi, je pensais être originale, là, mais finalement, pas tant que ça. Là, mais moi, je me demanderais le super pouvoir de ne pas vouloir de super pouvoir, c'est-à-dire que je voudrais l'humilité. Oh. Mais bon, Antoine l'a déjà un peu mentionné. Facile, j'ai failli le dire aussi. C'est ça. Mais non. Ça me regrette d'être passé en dernier, finalement. Mais j'en ai d'autres super pouvoirs que j'aimerais avoir. Transformer l'eau en vin. Ce serait quand même utile, ça, non? Pour faire lever les parties. Une fois au chalet, là, mais... Une fois au chalet. Bon, ça. Pardonner les péchés, faire descendre la présence de Dieu par une parole. Si tu deviens prêtre un jour, si tu veux devenir prêtre, écoute l'appel. T'as un programme. Tous nos prêtres, tous ceux qui vont à l'Église catholique ont des prêtres qui ont ces super pouvoirs. Yeah! Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble de la culture au Québec. L'État devrait-il financer les arts? Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay qui a lu un essai faisant l'éloge de la paresse. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une nouvelle qui a fait bien du bruit au Québec cette semaine. La semaine dernière, le mythique cabaret La Tulipe, situé dans le quartier du plateau Mont-Royal à Montréal, annonçait devoir cesser ses activités en raison du jugement de la Cour d'appel qui l'oblige à ne plus émettre de son, et je cite, en provenance d'appareils sonores. Donc, j'imagine, James, qu'ils ont le droit de crier encore. Oui, ils pourraient faire des shows acoustiques. Ouais. Bon, mais est-ce que ce ne serait pas plus simple, James Langlois, là, simplement de mieux insonoriser leurs murs pour continuer leur spectacle? Bien, de fait, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, hein, mais c'est que le voisin, le plaignant, en fait, les a tellement poursuivis rapidement en appel qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire les rénovations. Ceci dit, il faut mentionner que ce sont des murs mitoyens, hein, donc c'est pas comme dans les vieilles villes, c'est pas séparé par une ruelle. Donc, je pense que même là, je pense que c'est pratiquement impossible d'insonoriser au mur au point, à ce niveau de décibels-là, au point qu'ils n'entendraient rien. Mais bon, moi, je ne veux pas m'étendre davantage sur ces technicalités-là parce que je pense que le problème de ça n'est pas technique, là, puis la solution n'est pas technique non plus, au sens où il ne suffirait pas de remplir un peu les murs pour que le problème cesse. Je pense que c'est une question... qui est vraiment un état d'esprit. C'est une question d'attitude du plaignant qui, en fait, pour moi, ça se résume en un mot, c'est la bourgeoisie. Finalement, c'est
on pourrait dire aujourd'hui la boboisation du monde qui habite en ville, c'est-à-dire qu'on ne veut plus du tout entendre, on voudrait son propre confort chez soi comme si on était en campagne, aucun bruit, pas d'enfants qui crient, pas de voitures qui font du bruit. Tout en ayant les avantages d'habiter en ville, exactement. La proximité, etc. Je donne un autre exemple. Nous, Antoine en parlait dans un épisode récent. On est allé voir Patrick Watson cet été à l'Agora du Vieux-Port de Québec, puis le spectacle a fini abruptement à 10h à 22h30 le soir. Et là, après, on a compris que c'est parce que, dans le fond, on voulait, les résidents alentour du Vieux-Port ne voulaient pas. En fait, la réglementation obligeait de ne pas faire du bruit trop tard. Mais c'est quoi cette espèce de vision finalement de la vie urbaine où il faut qu'à 22 heures, il n'y ait plus aucun bruit, aucun son. Voilà. C'était pas 3 heures du mat non plus. Non, bien c'est ça. Il y a eu une nouvelle semblable là, dernièrement dans mon quartier où j'habitais enfant, l'Académie Saint-Louis. Ils ont interdit, comment qu'on appelle ça, les commentateurs sportifs, puis les trompettes, puis des choses comme ça, en après-midi durant les matchs de football des jeunes. Parce que, bon, il y a des... Parce que les retraités, ça les dérange. Il y a des blocs autour. Puis ça a quelque chose d'un peu triste, là, effectivement, là, une game de football en silence. Donc, on veut plus de bruit, plus d'enfants, plus de pauvres. Oui, parce que c'est la même chose. Là, on parle de bruit, mais personne ne veut un centre de réhabilitation pour toxicomanes dans son quartier non plus. Non, ça nous dérange aussi. Pas dans ma cour. Pas dans ma cour, mais encore là, dans l'exemple qui nous concerne avec le Théâtre La Tulipe, le théâtre est là depuis 100 ans. C'est le voisin lui-même qui a profité d'une craque dans la réglementation pour transformer un bâtiment commercial en logement, où lui-même a décidé d'habiter voisin d'un théâtre. Donc, c'est pas le cabaret qui est venu s'établir à côté d'un résident, c'est le résident qui est venu acheter sa maison à côté du cabaret. Puis, il y a même un journaliste de la presse qui montrait que c'est paradoxal, hein, parce que c'est dans le plateau Mont-Royal, en plus, un quartier qui se veut à l'avant-garde, qui se veut mettre de l'avant tout le milieu artistique, culturel. Mais James, c'est facile de critiquer parce que nous, là, c'est pas nous qui l'entendons, le boum-boum dans notre maison. C'est pas un peu facile là, de dire, qu'arrête de se plaindre, lui, il a juste à assumer le fait qu'il vit en ville. Nous, on n'en aura pas de son dans notre salon. Non, effectivement. Ben, moi, il y a toujours du son dans mon salon. Moi, en même temps, ça vient de l'intérieur de ton salon. Bien, c'est ça. Ça peut être difficile en même temps de comprendre vraiment le dérangement que les personnes vivent là, jusqu'à temps qu'on y soit réellement. Mais en même temps, comme je rappelle les paroles de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui disait que tout le monde est pour un bon voisinage, là, une belle entente entre les voisins, mais la dictature d'un voisin, c'est pas la même chose. Puis là, qui dit dictature, dit imposition de son droit individuel par-dessus le bien collectif. Bon, le bien, par exemple, ici, ça implique le bien du voisinage, entre autres, ça implique oui, il y a des réglementations, un couvre-feu le soir pour le bruit à l'extérieur, dans les cours, etc. Mais là, c'est vraiment ici quelqu'un qui impose volontairement sa limite à une salle de spectacle au détriment du bien culturel, du bien patrimonial. On est allé en cours, la cour lui a donné raison. Donc, c'est un problème pas simplement de cet individu, mais de l'ensemble du système. C'est ça, justement, que la Cour d'appel est tranchée en sa faveur. Ça montre vraiment, je trouve, les pires conséquences du libéralisme, là où les libertés des droits individuels priment sur le bien commun. Puis ça me pose la question jusqu'où un individu peut aller, peut se plaindre, justement, pour faire fermer n'importe quoi qui le dérange finalement dans sa petite vision du monde. On veut tous, personne n'est contre la culture, hein, mais on veut sa culture sur son iPad, dans son salon, dans ses écouteurs, dans sa TV. Oui, et aussi, c'est un peu paradoxal, on dit qu'on a une époque horreur du silence, on met de la musique tout le temps partout. Ouais. Est-ce que vraiment les Québécois sont obsédés par ne pas avoir de bruit? Est-ce que c'est ça l'enjeu? Est-ce qu'ils rêvent d'un monde silencieux pour vivre leur vie d'oraison personnelle? Ben non, parce que comme je le viens de dire, si on veut pas le bruit dans notre cour, on le veut par exemple dans notre cellulaire ou dans notre télé. Mais c'est drôle, hein, parce que justement, la chanteuse Claude Pelgag, dans une lettre ouverte, en tout cas sur Facebook, disait « Combien de décibels devrons-nous couper avant de se retrouver seuls devant le silence? Et ce silence, que dira-t-il de nous et de notre identité? » Donc là, c'est pas le silence ici, c'est un silence culturel, là, je pense, auquel elle fait référence, mais c'est quand même parlant parce que, oui, effectivement, on veut pas ce silence profond qui nous amènerait, comme tu disais, à un état de contemplation. Donc, il y a aussi un excès de divertissement qui peut être mauvais, là, toujours chercher le divertissement ou le bruit, la musique, là, au point de jamais vivre véritablement le silence. Donc là, c'est le divertissement individuel qui a primé sur le divertissement collectif qui est la salle de spectacle. Oui, manifestement. C'est surtout une démonstration formidable que nos institutions sont au service des droits individuels qui font foi et loi. Là. C'est ça, pourquoi il a gagné exactement, en fait? C'est une bonne question. En fait, c'est ça. C'est parce que, de fait, la réglementation municipale
ne faisait pas d'exception pour les salles de spectacle. Donc, le juge a interprété la loi de manière la plus stricte possible. Mais là, évidemment... Comme si c'était un voisin quelconque, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Okay. Mais en fait, non. Comme juste la réglementation stipule qu'il y a une limite de bruit. À telle heure, ça. on éteint le bruit. Donc, on verra quel quartier James sera prêt maintenant à accueillir peut-être la salle de spectacle si elle déménage. Oui, mais là, déjà, la Ville de Montréal est en train de réaménager les lois, cette réglementation-là, pour faire une exception. Merci beaucoup, James Langlois. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci. De rien. Il y a quelques semaines sortait l'ouvrage collectif Libérer la paresse, dirigé par Geneviève Moran et Nathalie Anneroy. Laurence Godin-Tremblay, la lecture de ce livre t'a inspiré ton édito cette semaine. Quel est ton avis? Comment libère-t-on la paresse? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt la combattre, il me semble? D'abord, il faut remettre les choses en contexte, Simon. Là, le livre fait partie d'une suite. Les auteuristes, c'est comme ça que c'est écrit, avant de libérer leur paresse, ont libéré aussi leur colère et leur culotte. C'est quoi le rapport? Yel, pour reprendre leur pronom préféré, se sont donné comme mission d'abolir les méchants tabous de notre société judéo-chrétienne. Et donc de faire l'éloge, un livre à la fois, des péchés capitaux. Dieu sait qu'il y en a des tabous judéo-chrétiens. Ouais. Il me semble que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais continue, Laurence. C'est encore cool de bâcher des tabous de Encore. Intriguée par ce projet révolutionnaire, je suis allée me procurer Libérer la paresse à une librairie pas loin. Et la libraire me promit que j'adorerais le livre et qu'elle écouterait avec plaisir notre émission. Je la salue et m'excuse de la décevoir. Bon, première surprise à la lecture, quand on finit par déchiffrer le langage inclusif, les néologismes et le franglais, on comprend que le livre, ça parle pas vraiment de paresse. Ça parle d'épuisement, au travail, familial, dans les relations toxiques, parce que du toxique, t'en veux, il y en a. Donc, de surengagement, suractivité. Exact. Puis la question qu'on pose, c'est pourquoi tout le monde est fatigué de même, coudon? T'sais, vous, est-ce que vous êtes fatigué? Tout le temps. Tout le temps? Ça dépend. Bon, ben, Je sais pas si mes enfants dorment. c'est que les auteuristes, excusez-moi, nous disent qu'on est face, en fait, à une fatigue systémique. OK. Bon. C'est à cause de la société si on est fatigué Donc, de c'est même. pas de ma faute. Non. OK. Alors, quelle est la solution? La paresse. Ah, je pensais que c'était un nouveau programme de subvention gouvernementale. Non. Ça va être ma chronique tantôt. OK, c'est bon. La paresse, on va faire la révolution paresseuse. Alors, on va envoyer promener notre culture de performance, embrasser celle du rien foutre, se donner le droit de ne pas réaliser son plein potentiel, se masturber à profusion et multiplier les siestes. Là, ça, c'est pas moi qui donne ce conseil-là, c'est le livre. OK. J'ai été surprise cependant, Simon, parce que ça commence avec une dénonciation de la culture judéo-chrétienne, qu'il n'élabore pas plus sur le sujet, qu'il n'y ait pas de citation biblique, aucune définition du péché capital. Pourtant, Mais ça aurait pris le risque d'intéresser les gens. peut-être. Nos auteuristes auraient gagné pourtant à lire la Bible. Ils auraient découvert la paresseuse par excellence, le modèle absolu du farniente. Qui, dans la Bible, selon vous, ce modèle de paresse? Modèle biblique? David, il est pas mal actif là, avec combattre Goliath. Pierre, au Jardin des Agonies, qui dort alors que le Seigneur lui demande de veiller 1 heure avec lui. Il était fatigué. Tu vas dire Jésus. Non. Ah oui, il dormait dans la barque, Jésus, quand c'était le temps là, de faire quelque chose. Non, vous n'y êtes pas. J'ai dit la paresseuse. C'est un livre féministe. Arrêtez de penser seulement aux garçons. Ça serait une femme. Marie, la sœur de Marthe, merci. Il y a de la grosse visite chez eux, Jésus et ses disciples. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien, elle s'effouère à terre aux pieds de Jésus pendant que Marthe se tape tout le travail. Préparer la bouffe, le ménage, le service, s'assurer que tout le monde est bien. Tout ça pendant que Marie se pogne le beigne. Pire que ça, Jésus, il fait son éloge. Exact. Marthe a raison de se plaindre, mais qu'est-ce qu'il lui répond? Tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Mais donc, c'est pas la faute du judéo-christianisme. Ben non, c'est ça, parce que le roi de la révolution paresseuse, c'est Jésus, finalement. Pensez-y, il nous promet tout le temps le repos. Venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau, et moi, je vais vous procurer le repos. Oui, mais il dit qu'on n'a pas le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour reposer sa tête aussi. Attention. Attention! Objection, objection! Autre objection, Jésus ne va pas faire l'éloge d'un péché capital. La paresse, c'est un péché capital. Comment ça, il en ferait l'éloge? Ben peut-être parce qu'on a tout pris à l'envers. Moi, je pense que la vraie paresseuse, c'est Marthe. C'est elle qui pêche par paresse. Parce que qu'est-ce que c'est un paresseux, après tout, sinon celui qui fait pas ce qu'il est supposé faire. C'est ça que Jésus lui dit, tu fais pas ce que tu es supposé faire. Imaginez que le but de la vie, ce serait de contempler le paysage en haut d'une montagne. Ça serait qui le paresseux? Celui assis au sommet de la montagne en train de contempler, justement? Ou celui qui repousse toujours l'ascension parce qu'il y a du lavage à plier, du ménage, des barres passées, sa cuisine à rénover, name it.
Ou pire, celle qui boude en bas de la montagne en se frottant la moule à répétition. Simon, Antoine, James, en bonne philosophe, je pose le diagnostic. Notre société n'a pas un problème de fatigue systémique, elle a un problème de martre systémique. On vit dans une société de martre, autrement dit, une société de paresseuses. Je pensais que tu allais dire de masturbation systémique. Aussi. Au Je te la sens laisse, figuré, je te la laisse, James. je te Au la sens laisse. figuré, évidemment. Merci, Laurence Gordin-Tremblay, chroniqueuse au Magazine Le Verbe. Merci pour cet édito, ma foi, qui a dû te demander beaucoup de travail. Pas trop, j'ai pas fini le livre. Merci. « 17 regroupements artistiques ont dénoncé mercredi dernier le manque de financement du Conseil des arts et des lettres du Québec par le gouvernement Legault. Notre question choisie par Antoine Malenfant cette semaine, l'État devrait-il financer les arts? Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je me lance là, dans la mêlée. J'avais envie de vous poser cette question-là parce que souvent, quand on entend un problème, là, manque de financement en santé, manque de financement en éducation, la solution, c'est on se retourne vers l'État, on supplie pour avoir plus d'argent là, qui nous tombe du ciel comme ça. Les artistes ne sont pas spéciaux, en tout cas pas dans ce domaine-là. Quand ils veulent du financement, ils se tournent d'emblée vers l'État. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement de subventionner? Moi, je pense que oui, jusque dans une certaine mesure. Et là, tout le débat... C'est pas un absolutiste, c'est pas zéro l'État ou tout l'État. Et c'est encore plus vrai dans le contexte historique du Québec où à une certaine époque, il n'y avait pas de mécènes canadiens-français, là, en tout cas, ou très peu. C'était très peu développé, des riches, des industriels qui étaient capables de financer cette culture-là. Ça prend une élite pour avoir des mécènes. Or, pendant longtemps, l'élite est anglophone, donc on imagine qu'elle finançait moins l'art ou la culture francophone. Je vois mal comment un riche banquier anglais de Westmount là, financerait Paul Piché dans son nouvel album. Tu sais, c'est pas... c'est assez inusité. Donc, l'État a joué ce rôle-là pendant des années cruciales. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait une élite financière ou une élite tout court qui serait capable de un peu prendre le relais, on pourrait dire par le biais des impôts? C'est déjà ce qui arrive. Oui, les gens vont dire qu'on est déjà parmi les plus imposés et taxés en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on se tourne vers l'État. Mais toi, tu dis, pourquoi on n'interpellerait pas nos nouvelles élites économiques, les entreprises, les gens d'affaires? Ça existe déjà. Donc un peu plus les arts. Ça existe déjà. Il y a déjà, tu sais, je pense au nouveau pavillon là, au Musée des Beaux-Arts qui a été financé par un riche industriel du monde des mines. On ne se demandera pas précisément comment il a fait son argent. Là. C'est pas ça le débat. En faisant des trous, là? Oui, en creusant, j'imagine. Là, en tout cas. Chercheur d'or. Ça a marché pour lui, tant mieux. Mais là où je voulais en venir, c'est... Ah oui, c'est ça. C'est que toutes les données le prouvent, là, comparé au Canada anglais, aux États-Unis, on est largement en retard quant au mécénat des riches au Québec. Mais cela dit, je suis d'accord avec Antoine, sauf que ça ne prendrait pas à un moment donné, je ne sais pas à quel point il y en a, mais là, on a l'impression que le gouvernement donne à tout vent à n'importe qui fait de l'art, puis l'art, là, ça a le dos large. Là. Donc, je me demande à quel point il ne devrait pas y avoir, par contre, des critères qui permettraient au gouvernement de faire une meilleure sélection esthétique ou objective. Il y en a des critères, mais c'est choisi. Puis moi, je vais un peu dans ton sens, là, James, par une élite qui s'auto-proclame savoir ce qu'est l'art, qui a complètement déconnecté l'art du beau, par exemple, et puis qui fait que le peuple ne se sent souvent pas rejoint par l'art d'aujourd'hui. Moi, une crotte en plastique affichée avec du tape sur un mur blanc, je trouve pas que c'est de l'art. T'as pas aimé ça, l'exposition « Oh merde » au musée? Ben, ça, au moins, c'était une exposition, disons, thématique culturelle. Là, mais disons qu'il y a certains abus dans l'art abstrait ou moderne aujourd'hui qui fait que le peuple se dit, ben, on veut-tu vraiment voter pour un parti qui va investir dans cette chose qui nous rejoint d'aucune manière? Moi, je pense que ultimement, si ce que tu fais n'est pas capable de rejoindre assez les gens pour te faire vivre, c'est parce que tu ne devrais pas en faire, tout simplement. Mais là, on va dire que tu es un inculte, James. Non, mais à ce temps, c'est sûr, les plateformes, tout ça, gruge l'argent, etc., c'est une autre question. Ça, c'est que tu présumes que la population, et là, j'inclus toutes les classes sociales, là, les gens plus fortunés, moins fortunés, tu présumes en disant ça, James, que la population a
a une éducation, une conscientisation, a les codes, ce qu'il faut pour apprécier et contempler le beau. Mais je regarde... Donc, ça devrait être l'État qui devrait leur dire ceci est beau, ceci est pas beau? Je dis pas que ça devrait être l'État, je dis juste que c'est l'ensemble des acteurs de la société qui ont un rôle à jouer là-dedans et ça commence beaucoup dans les familles. Tu sais, l'État québécois là, investit pas tant que ça en culture. C'est 1,9 milliard, c'est beaucoup de sous, mais c'est 1,32 % du budget. C'est rien. Pas beaucoup en architecture que j'ai vu, c'était le dernier sur la liste. C'est épouvantable. Ça explique bien des choses. Mais non, mais c'est vrai. Par contre, ça fait un effet inverse quand le gouvernement investit, par exemple, pour ne pas la nommer, Marie-Mé. Tu sais, donne des subventions à Marie-Mé. Investi en Marie-Mé, plutôt. Oui, on va dire ça. Mais l'État est en train de mettre comme modèle aux Québécois, voici Marie-Mé, ça c'est de la bonne culture et c'est ça que vous devriez juger comme beau et bon. Ouais, mais... C'est une belle fille. Non, mais l'autre point que je trouve problématique, c'est qu'au Québec, on se tourne toujours, comme tu l'as dit, Antoine, vers l'État, mais on finit par penser que justement, c'est à l'État de s'occuper des artistes. Alors qu'il faut apprendre, éduquer les gens à apprécier l'art et à payer le juste prix aussi pour les produits culturels. C'est ça. Et peut-être que c'est plus d'éduquer dès l'enfance les gens à apprécier le beau, à apprécier l'art. Moi, mes parents, ils ont investi dans mon éducation culturelle en m'amenant au théâtre, à l'orchestre quand j'étais jeune. Bien, aujourd'hui, je trouve ça normal de payer 100 $ pour un concert de musique classique. Mais quelqu'un qui n'a pas été éduqué à ça, il va trouver que c'est complètement exagéré, puis il va demander à l'État de lui payer des concerts gratuits. Mais après ça, il y a un autre aspect, c'est que si l'État finance les artistes, s'ils veulent avoir une dimension un peu plus critique ou révolutionnaire ou politique dans leur œuvre, bien, comment sont-ils libres réellement de le faire? Tu sais, je pense à Pierre Falardeau, qui voulait faire des films sur l'histoire du Québec. Puis aussitôt qu'il y avait le mot Octobre, quand il a fait son film Octobre, là, les gens shakeaient au Conseil des arts il n'obtenait aucune subvention, puis il voulait faire des films. Ou à l'inverse, soit il y a de la censure, mais moi je le vois dans mes demandes de subventions universitaires, des choses comme ça. Soit on finit par savoir que si on place tel mot, si on place tel thème, bien, on a beaucoup plus de chances d'obtenir de l'argent. Donc, des fois, c'est une orientation aussi qui est donnée aux artistes qui ne serait peut-être pas ce qui leur vient naturellement, normalement. C'est super ce que vous dites parce que c'est vrai que l'artiste a un rôle prophétique. Puis s'il est lié par son financement étatique, ça va peut-être limiter ses prises de parole, une prise de parole libre. Mais c'est vrai aussi de la part d'un financement qui serait exclusivement privé ou provenant d'industriels, où là, on n'aurait aucune critique du capitalisme sauvage dans lequel on se trouve. On aurait des artistes qui seraient à la solde de leur patron, qui seraient les industriels. Oui, il y aurait plusieurs mécènes différents, alors que le gouvernement, c'en est un unique avec une seule idéologie qui met de l'avant. Et c'est peut-être là où je reviens à mon point, où ça prend l'ensemble de la société civile, des familles, des organismes à tous les niveaux, des agents de la société qu'on dit, là, qui participent à la culture, à l'art. Et mon point, c'est pas... Moi, je suis d'accord que le gouvernement dépense plus d'argent, mais je suis d'accord que tout le monde dépense plus d'argent en culture. Moi, je regarde, Antoine, la Sagrada Familia, la grande cathédrale ou basilique à Barcelone, qui est une œuvre extraordinaire. Tous ceux qui l'ont vue, croyants ou pas, l'aiment. Et cette œuvre-là, par volonté de Gaudi, l'architecte, est financée seulement, exclusivement par les gens qui font leurs petites offrandes en allant la visiter. Elle est encore en construction aujourd'hui. Je trouve que c'est un bel exemple d'un art qui rejoint le plus pauvre au plus riche, la personne la plus éduquée ou de la moins éduquée, et que tout le monde a participé à sa construction. Et c'est important de noter que cette œuvre-là, c'est pas le trop-plein émotif de l'artiste là, qui a été mis en scène. C'est pas de l'expression de soi. Non, pas vraiment. Et c'est vraiment transcendant là, comme expérience de pouvoir voir ça. Et c'est de l'art moderne. C'est de l'art... Alors, je pense que c'est une fausse distinction de dire il y a les classiques, il y a les modernes, il faut juste financer l'art classique, il faut juste financer l'art moderne. Il faut juste que ça soit tourné vers quelque chose d'un peu plus grand que soi, puis là, les gens vont adhérer à ça. Quelque chose qui nous élève, qui transcende. Et pas rabaisser ça toujours à des enjeux politiques ou à des enjeux très, très psycho-personnels. Merci beaucoup à vous trois. Alors, évidemment, la discussion peut se continuer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller donner votre avis sur notre page YouTube ou aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. Côté culture, Antoine Malenfant, un album posthume de la chanteuse américano-mexicaine Lassa de Sela vient de paraître. Oui, c'est mon bootlegger en musique, James Langlois, qui m'a parlé de ça. C'est vraiment
tout un enregistrement qui vient de sortir. On dit posthume parce que Lassa de Sela est décédée en 2010 du cancer du sein à l'âge de 37 ans. Rappelons, là, c'est une américano-mexicaine qui est née à New York, mais qui est décédée à Montréal, qui a vécu plusieurs années à Montréal, très connue du milieu musical montréalais. Ce sont des enregistrements, first recordings, qui ont été faits en 1994. Donc, pour replacer un peu le contexte, Lassa de Sela, sa carrière a émergé, a décollé, on pourrait dire, en 1997. Donc, c'est des enregistrements qui précèdent... Avant qu'elle soit très connue. Exact. Son premier album, là, La Llorona, son premier vrai album, on pourrait dire La Llorona a été vraiment acclamée par la critique. C'était beaucoup en langue espagnole. Ça a été diffusé à la grandeur de la planète. Son deuxième album, quelques années plus tard, The Living Road, a reçu une panoplie de prix internationaux. Elle a, en quelque sorte, popularisé la musique du monde, qui était un genre très mineur là, chez les disquaires à l'époque. Et là, comment on a retrouvé ces enregistrements? Bon, alors, si on regarde sur la pochette, il y a deux noms. Il n'y a pas seulement Lassa de Sela, il y a Yves Desrosiers aussi, qui est guitariste, qui a travaillé avec les plus grands noms de la musique québécoise, notamment avec Jean Leloup. Il faisait partie de la salle à faire là, dans l'album L'amour est sans pitié. C'est quand même pas rien, la guitare là-dessus. Yves Desrosiers qui a travaillé aussi avec Daniel Bélanger, donc c'est pas n'importe qui. Il travaillait avec Lassa de Sela durant ces années-là, les années 90. Il avait fait des enregistrements il y a des pièces traditionnelles là-dedans, il y a des reprises de musique populaire américaine. Et là, on va se laisser sur quoi? Oui, là, on va se laisser sur la pièce El Cosechero, ça veut dire le moissonneur. C'est une pièce traditionnelle de la culture latino. C'est une pièce mexicaine qui a été écrite par Ramon Ayala et popularisée, entre autres, par la chanteuse argentine Mercedes Sosa. Donc, il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu ça, cette pièce-là. Et c'est repris par Lassa de Sela. Lassa de Sela passait le début de sa carrière dans les bars à chanter ce genre de pièces-là. Et ça, on va avoir le plaisir d'entendre un enregistrement qui est accompagné, évidemment, par Yves Desrosiers à la guitare. Merci beaucoup, Antoine. D'ailleurs, on va se laisser sur une chanson de cet album. Donc, la chanson là, je ne suis pas certaine. El Cosechero. Cosechero. Ça veut dire le moissonneur. OK, merci. De la défunte chanteuse Lassa de Sela et de son collaborateur, comme le dit Antoine, Yves Desrosiers. C'est tiré de son nouvel album posthume First Recordings, paru le 27 septembre dernier. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter, commenter, liker, aimer notre émission, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça nous donne un bon coup de main, donc allez sur les réseaux sociaux et partagez aussi cette émission. Je vous rappelle aussi que cette émission est produite en collaboration avec le magazine Le Verbe, donc c'est aussi toujours possible de s'abonner gratuitement au magazine Le Verbe. Il suffit d'aller sur leverbe.com. Je souhaite remercier spécialement Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Algodón que se va, que se va, que se va, carta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, carta blanda mojada de luna y sudor.